Dans l'actualité des idées aujourd'hui, vers un nouvel âge d'or de la vie intellectuelle française. On pose la question à notre invité, le journaliste Jean-Marie Durand, auteur de Homo Intellectus, qui paraît à la découverte. Une enquête dite hexagonale sur une espèce en voie de réinvention, un état des lieux de la vie des idées, un essai où il diagnostique à la fois l'éclipse des grandes autorités intellectuelles et plaide pour un retour de cette figure, mais remodelée façon 2019, moins charismatique peut-être, plus expérimentale, car depuis Sartre, les temps ont changé et il faudrait peut-être l'acter. Bonjour Jean-Marie Durand. Bonjour. Les jurys littéraires ont une conception d'ailleurs assez particulière des essais, puisqu'on clôt une première semaine de prix ensemble aujourd'hui. Ils rassemblent surtout derrière cette catégorie, cette étiquette, derrière ce mot, des biographies. On l'a vu avec le prix Femina Essai, attribué à Emmanuel Lambert, pour Giono Furioso, un essai littéraire sur cette grande figure de cet écrivain du XXe siècle, paru chez Stock. Parfois des enquêtes journalistiques, occasionnellement des pamphlets, plus ou moins travaillés, comme le un peu flemmard, très cher cinéma français d'Éric Neuhoff, paru à la rentrée, qui a remporté cette semaine le Renaudot Essai. Ces idées et ceux qui en produisent, ça reste aussi, aujourd'hui encore, dans le monde de l'édition, une catégorie mal identifiée, ce qu'est un essai. C'est mal identifié parce que c'est vrai, c'est un objet qu'on a associé à de la non-fiction et qui par définition concentre en lui une multitude d'écrits. Et d'ailleurs, c'est l'un des... Comment dire, c'est l'un des motifs qui m'intéresse dans le livre, c'est que le constat que je fais, disons, comme prémisse de mon enquête, c'est plutôt partir d'une idée d'une certaine confusion du débat intellectuel, de la production d'idées. Un constat qui est d'ailleurs étayé par plein d'indices, qui est en effet le fait qu'il n'y a plus de grands maîtres à penser, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le champ intellectuel français, que les grands maîtres, entre guillemets, des années 60-70 ont disparu. Même dans les années 2000, les derniers sont morts, Lévi-Strauss, Bourdieu, Derrida, Ricoeur. Mais au-delà de ça, il y a l'idée aussi que je pense que précisément le débat public, ou même est mal structuré médiatiquement, c'est impressionnant. En ce moment, on en parle beaucoup. Justement, la parole des intellectuels est assez occultée, complètement, j'allais dire, minorée dans l'espace médiatique dominant. Je ne parle pas évidemment de France Culture, qui est une exception, évidemment, mais disons dans l'espace notamment télévisuel, c'est quand même un énorme problème. Et au-delà de ça, j'ai le sentiment que même la définition de la catégorie d'intellectuels, aujourd'hui une définition qui n'est pas partagée, qui n'est plus commune. Dans les années 70, c'était facile, on demandait à n'importe qui dans la rue qui était un grand intellectuel, tout le monde répondait Sartre ou Aron à la limite, mais je veux dire, il y avait une structuration assez claire. Aujourd'hui, un intellectuel, on ne sait plus ce que c'est. D'ailleurs, les penseurs que j'ai interrogés, eux-mêmes souvent, ne se qualifient pas comme tels, c'est-à-dire qu'ils préfèrent, n'aiment pas s'auto-attribuer un statut qui leur semble un peu comme ça, un peu écrasant, un peu lourd à porter, voilà, un peu pompeux, mais si vous voulez, c'est ça qui m'a intéressé aussi précisément, c'est que justement, c'est que cette catégorie-là, pour moi, est un peu morte. C'est une catégorie qui d'ailleurs a été elle-même prophétisée par les intellectuels eux-mêmes. Il y a un moment de bascule, je pense, au début des années 80, où les intellectuels, disons, structurés, oracles, prophétiques, qui dominaient le champ intellectuel depuis 30 ans, disparaissent. Et l'hypothèse que je fais dans ce livre, précisément, à partir de cette éclipse, c'est que justement, je pense que cette fin des intellectuels, telle qu'elle a été souvent décrite, annoncée, commentée, cache, comme une sorte de faux semblant, en fait, c'est ce que j'appelle une relance, une revitalisation de la vie intellectuelle, qui me semble aujourd'hui très vivace, très forte, très puissante, très foisonnante, un peu éclatée, compliquée à définir et à circonscrire, mais très vivante. Et c'est ça mon hypothèse, à partir de ce constat, c'est que l'éclipse des intellectuels cache en fait vraiment une renaissance, un reboot, comme je le dis. Et on le voit au quotidien, vous et moi, vous qui avez travaillé comme responsable des pages idées dans un hebdo plutôt culturel, Les Inrocks, qui avait pu, durant toutes ces années, porter aussi attention à la production éditoriale. Elle est loin d'être maigre, c'est-à-dire des bons essais, des bonnes enquêtes aussi sociologiques, politiques. Il y en a beaucoup qui paraissent pendant l'année. J'imagine que vous en êtes, comment dire, le témoin, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'en parle pas dans le livre, mais j'en parle souvent quand je parle du livre aujourd'hui, c'est que justement, aux Inrocks, quand je recevais 50 livres par semaine comme vous, voire plus, je ne sais plus, on lisait énormément et on se rendait compte d'une sorte de grande inventivité, de foisonnement d'écriture, d'objets, de réflexion conceptuelle. Et moi, j'étais impressionné par cette vitalité-là. Et souvent, en même temps, autour de moi, j'entendais des gens qui étaient d'ailleurs souvent même très cultivés me dire « mais il n'y a plus d'intello en France, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de grands penseurs ». C'était quand même une sorte de refrain qui était un peu récurrent. Et j'étais toujours frappé par ce contraste entre le sentiment que
que j'avais moi, d'une manière fonctionnelle, par mon statut de journaliste, à voir énormément et à lire autant de livres importants, et le sentiment général, peut-être un peu diffus, un peu confus, de dire qu'il n'y a plus de vie intellectuelle. Donc c'est cette contraste-là qui mais comment l'expliquer, ce contraste? Est-ce à dire que cette vie des idées, elle manque de relais? Est-ce à dire qu'elle fonctionne à huis clos aussi dans un petit monde et qu'elle ne parvient pas à s'ouvrir vers un public ou vers l'extérieur? Et là, on peut en revenir au prix littéraire et à la sélection qui a été faite. Est-ce qu'il faut déplorer ce manque, ce vide, cette absence de reconnaissance par des instances de validation aussi, peut-être éventuellement? Je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le rapport entre les intellectuels et le public en général. On sent que ce lien-là est difficile aujourd'hui à orchestrer, à structurer. Il est lié, je pense, aussi à l'espace médiatique dominant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit comment le débat d'idées se manifeste sur les plateaux des chaînes d'infos. C'est juste affligeant. Et je pense aussi, probablement pour un peu aller, disons, contre, un peu l'idée que je défends, c'est que beaucoup peut-être de penseurs aujourd'hui n'ont pas envie de se prêter à ce jeu-là, pour des raisons qui d'ailleurs souvent sont très légitimes, au nom précisément de la défense de l'autonomie de la science, et ne pas avoir envie de se frotter peut-être, à un débat public souvent un peu pourri, obsédé par le clash, par quelque chose qui évidemment dans lequel ils ne se retrouvent pas. Et en même temps, je pense que d'autres penseurs, beaucoup même, et je pense que même si sont majoritaires en fait, ont envie de se frotter à ce débat public, et alors peut-être pas dans des dispositifs médiatiques dominants, mais différemment, en rencontrant des publics dans des conférences, dans des festivals, dans des colloques, dans des rencontres publiques. Il y en a beaucoup en France aujourd'hui, je les décris, il y en a beaucoup, mais au-delà de ça, tout simplement, je pense, en faisant de la science. C'est que je pense que beaucoup aujourd'hui de chercheurs, quels qu'ils soient en sciences sociales et en sciences humaines, prétendent faire de la politique d'une certaine manière en faisant de la science. C'est quand même un vieux principe, j'allais dire durkheimien. Durkheim disait que faire de la sociologie, c'était aussi transformer le monde, d'une certaine manière, le monde social. Et donc, je pense que beaucoup aussi d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs, sans jouer les intellectuels oracles ou révolutionnaires, ou voilà, qui montent comme ça sur leur podium, ont envie de participer à une réflexion générale collective sur la manière de transformer le monde, mais par des objets scientifiques, par des méthodes, par des dispositifs d'enquête, et qui sont aujourd'hui, je pense, très très riches. Vous pensez que les polémistes ont en partie tué le débat d'idées? En partie, pas, en tout cas, ils l'ont occulté. Pas exclusivement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est ça qui fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est quand même un ressort classique des logiques médiatiques, que ce soit à la télé ou même en presse écrite. On sait très bien que un article qui aujourd'hui rebondira sur une polémique ou sur une controverse avec des mots un peu forts, etc., marchera 10 fois plus qu'un autre. Donc, bien sûr, c'est un ressort compliqué. Mais ce n'est pas forcément des polémiques sans fond. Non, il y a des polémiques évidemment très constructives, et je pense qu'il y en a beaucoup. Et on voit bien aujourd'hui, il y a un grand débat en ce moment, là, enfin un grand débat. Une confusion sur, est-ce que l'université est devenue un repère d'indigénistes ou d'islamo-gauchistes, comme certains le prétendent, suite à l'interdiction, par exemple, de l'avenue de Sibla-Glinzinski à Bordeaux. Bon, on voit bien que c'est des débats qui sont un peu bizarres, parce que finalement, moi, l'hypothèse que je fais, et que je défends, c'est que l'université est un espace public, un espace beaucoup plus pluriel et pluraliste que l'espace médiatique lui-même, et que d'une certaine manière, les débats, ils sont beaucoup plus ouverts au sein de l'université qu'ailleurs. Et donc, dire, comme certains le prétendent aujourd'hui, que c'est un petit refrain qu'on entend depuis un moment, dire que l'université est un espace fermé à la liberté de pensée et d'expression est complètement faux. Je pense que c'est un mythe absolu à déconstruire. Il y avait les mêmes clivages hier autrement, avec la question de savoir si les bourdieusiens squattaient la moitié des postes à l'université et les chaires. Et c'est aussi des questions qui peuvent être posées avec les économistes aujourd'hui, entre les hétérodoxes et les orthodoxes, sur les courants dominants aussi de Tout à fait, mais là, pour le coup, ça me paraît légitime. C'est des courants théoriques qui s'opposent, qui s'affrontent, qui sont à l'image des débats idéologiques et politiques dans l'ensemble de la société. Mais malgré tout, j'ai le sentiment quand même que, au-delà de ces controverses légitimes, théoriques qui existent encore, beaucoup aujourd'hui des chercheurs, des penseurs sont moins dans des logiques, en nature d'appareil idéologique. C'est-à-dire qu'il y a moins des oppositions théoriques frontales. J'ai l'impression qu'il y a plus de souplesse, de circulation dans la réflexion. Aujourd'hui, un sociologue peut être bourdieusien, mais avoir lu Jacques Rancière et le mobiliser exactement de la même manière.
Alors, en économie, c'est vrai qu'il y a, il y a des combats plus forts peut-être, mais même en histoire, je veux dire, on voit que maintenant les historiens travaillent sur des notions, voilà, qui partagent l'histoire globale, l'histoire connectée, l'histoire des sensibilités. On voit bien que tout ça circule et que j'ai l'impression qu'il y a moins, si vous voulez, d'affrontements comme il pouvait y en avoir entre les structuralistes et les autres, et qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, tous ces classiques de la French Theory, voilà, de ces années 60-70, ont été, comment dire, intégrés et presque voilà, conçus, maintenant définis comme des classiques, avec lesquels on travaille, avec lesquels on avance. Et derrière lesquels on n'est pas comme voilà, dans un parti. Il y a quelque chose comme ça beaucoup plus ouvert et qui je trouve, beaucoup plus vivant. Et beaucoup de jeunes chercheurs aujourd'hui sont, je trouve, beaucoup moins refermés que peut-être il y a 30 ans. Vous avez entrepris pour ce livre une forme de voyage, Jean-Marie Durand, dans ce livre Homo Intellectus, enquête hexagonale sur une espèce en voie de disparition, non, de réinvention, ça y est, lapsus, je suis tombée dedans, le piège. Qu'est-ce que révèle cette cartographie du monde intellectuel que vous avez réalisée? Si on commence par les lieux de la pensée actuelle, on a évoqué les universités, il y a aux yeux de beaucoup une place forte, et c'est l'histoire qui l'a aussi faite comme telle, Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que Saint-Germain-des-Prés, là où les éditeurs sont en partie installés, des universités aussi, parce que non loin, il y a la Sorbonne, à Paris, Saint-Germain-des-Prés continue à faire office de place forte, ou c'est un paradis perdu Pour moi, c'est un peu un paradis perdu, mais bon, après, il faut le relativiser. C'est vrai que non, parce que Saint-Germain-des-Prés, évidemment, incarne dans l'imaginaire hexagonal, j'allais dire même à l'étranger, l'idée que du territoire, de l'espace, de l'antre, de la pensée française. On a tous, évidemment, l'image de Jean-Paul Sartre assis au Flore avec Simone de Beauvoir, tous les penseurs existentialistes des années 50. Et donc Saint-Germain-des-Prés a un peu une image de folklore. Aujourd'hui, c'est évidemment que ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les intellectuels ne fréquentent plus Saint-Germain-des-Prés, excepté quand ils vont chez leurs éditeurs, qui en effet sont encore assez présents, mais de moins en moins quand même. Il reste des institutions évidemment déterminantes, Sciences Po, la Sorbonne, le Collège de France. Évidemment, il y a des lieux encore emblématiques du savoir, mais si vous voulez, je pense qu'il n'est plus associé à ce quartier-là. Enfin, il est associé aujourd'hui, l'intellectualité, elle est beaucoup plus disséminée, beaucoup plus partagée, beaucoup plus mondialisée d'une certaine manière. Elle se passe autant à Saint-Denis, à Paris 8 qu'à la Sorbonne. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de lieux emblématique de la vie intellectuelle. C'est pour ça que l'hexagonale sur la couverture du livre est entre parenthèses. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de s'arrêter simplement à la France. Alors, ça a un sens dans le sens où, dans la mesure, si vous voulez, où il y a un imaginaire très très fort quand même de l'intellectuel français. D'ailleurs, le mot est rattaché à l'histoire de France. Donc, on ne parle pas d'intellectuels aux États-Unis, on parle des scientists. Donc, c'est quand même un mot très 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 marqué. Donc, il y a quand même une spécificité, une historicité quand même assez spécifique. En revanche, je pense qu'en effet, aujourd'hui, parler d'intellectuels français, ça n'a aucune raison d'être. Aujourd'hui, ils sont tous ouverts sur des réseaux mondialisés, ils constituent des groupes de travail dans tous les campus. Alors, globalement, ils sont moins célèbres sur les campus qu'ils n'étaient, évidemment, il y a 30 ans. En revanche, il existe encore. Donc, ce déclin n'est pas non plus complètement une disparition. Un économiste comme Thomas Piketty, que vous connaissez bien, aujourd'hui est une star aux États-Unis. Et donc, il vend des millions de livres dans le monde. Donc, c'est un intellectuel, Thomas Piketty? Oui, c'est un intellectuel pour moi. C'est un chercheur qui, aujourd'hui, participe à une réflexion extrêmement importante sur la question de l'égalité. Et bien sûr que c'est un intellectuel. Et en plus, très engagé dans le débat public. Pour moi, c'est un intellectuel évidemment très, très central du paysage. Il n'est vraiment pas le seul. Il y a d'autres formes d'intellectualité que je défends aussi. Mais lui en est un parmi d'autres. Éclipse, déclin, repli aussi. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu, notamment dans la bouche d'un historien britannique qui nous aime bien, Sudhir Hazare-Singh, auteur de Ce pays qui aime les idées, histoire d'une passion française. Il y a ce que je décris comme une tentation de repli chez certains intellectuels français. Ce qui me semblait caractériser la pensée française depuis très longtemps, c'était justement le penchant vers l'universalisme, l'idée que la France ne pense pas seulement pour elle-même, mais pour le reste du monde. Alors que depuis une dizaine d'années au moins, il y a une évolution vers un certain nationalisme. Et justement, lorsqu'on prend le cas Onfray, mais on pourrait en prendre d'autres aussi, Alain Finkielkraut qui parle de l'identité malheureuse, Éric Zemmour qui parle du suicide français, il y a un repli sur la France et l'idée que la France doit être défendue. On en est encore là, cette idée des intellectuels qui doivent défendre ce territoire, ce champ aussi des idées, cet intellectuel plus nationaliste aujourd'hui qu'il ne l'était hier?
Si vous voulez, j'ai l'impression que les intellectuels, oui, ont à défendre leur territoire. Il y a quand même un fond anti-intellectualiste très fort, qui n'est évidemment pas nouveau. L'historienne Sarah Matari, que je crois que vous avez reçu ici, l'avait décrit très bien dans un livre il y a quelque temps, l'anti-intellectualisme. Et ce fond-là, il existe aujourd'hui. Et on le voit dans les attaques répétées contre l'université, les attaques, j'allais dire, dans les médias, mais évidemment aussi, d'une certaine manière, j'allais dire, au sein de l'appareil de l'État, qui évidemment ne considère pas l'université comme un enjeu évidemment essentiel. Je parle beaucoup dans le livre des chercheurs précarisés dans une université aujourd'hui quand même souvent mise à mal. Donc oui, c'est des territoires à défendre. Une chercheuse m'avait dit il faut défendre des ZAD intellectuels, c'est des zones autonomes à défendre parce qu'elles sont attaquées d'une certaine manière aujourd'hui par un air du temps. Par un air du temps en partie anti-intellectualiste, mais un air du temps aussi probablement un peu nostalgique aussi. C'est un autre problème que j'essaye d'identifier, c'est que justement, comme je le disais tout à l'heure, renvoyer toujours la vie intellectuelle française à son âge d'or des années 60 et imaginer et stipuler que depuis il n'y a plus rien, que c'est juste la fin, c'est évidemment paresseux. Donc je pense que c'est faux. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus de grandes figures comme on en a pu connaître avec Sartre, Foucault et tous les autres, que pour autant, aujourd'hui, ces intellectuels ont disparu. Il y a moins de maîtres charismatiques, c'est sûr. Il y a moins de figures tutélaires, même s'il y a encore beaucoup de personnalités, évidemment, très, très lues et très appréciées. Je veux dire, des gens comme Bruno Latour, Alain Badiou, Philippe Descola, Jacques Rancière, Michel Perrault, sont des auteurs qui aujourd'hui circulent dans le monde entier. Donc, il y a quand même une pensée française qui reste vivace. Donc je pense, oui, que malgré tout, c'est un espace à défendre et qui, d'ailleurs, se défend bien. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'on dit souvent que beaucoup des chercheurs sont aujourd'hui un peu repliés sur leur petit territoire académique. Je crois pas. Enfin, je crois qu'au contraire, beaucoup, au contraire, essayent d'en sortir. Et je pense que c'est même peut-être une des originalités du modèle de l'intellectuel français que je défends, c'est sa forme d'adresse. Je pense que l'intellectuel français, peut-être plus qu'ailleurs, est complètement habité par l'idée de s'adresser à un public extra-académique. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, et il le fait beaucoup aujourd'hui. Et il n'est pas du tout replié sur une sorte d'espace exigu, complètement replié, je ne crois pas du tout. Mais pour comprendre quelle est la fonction de l'intellectuel au XXIe siècle, il faut faire, et vous l'opérez ce retour, un passage par l'histoire, notamment sur ce terme d'intellectuel, alors que sort au cinéma tout bientôt le film J'accuse de Roman Polanski. Vous revenez à la définition de l'historien Gérard Noiriel et sa définition de l'intellectuel et de la division des intellectuels après l'affaire Dreyfus. En quoi cette séquence politique, historique aujourd'hui, est une scène primitive première pour vous de cette figure de l'intellectuel? Comment il émerge dans l'espace public? Bon, il émerge, évidemment, ça a été très documenté par les historiens. Il y a tellement de livres qui ont été publiés sur cette question-là. Mais en gros, l'affaire Dreyfus a été un moment, en effet, essentiel, évidemment, avec le texte de Zola. Mais plus que ça, ce qui est intéressant pour les intellectuels, je pense, c'est qu'il y a eu un texte à ce moment-là, aussi au moment du texte de J'accuse, une pétition signée par des universitaires, des scientifiques qui, au nom précisément de leur savoir scientifique, estimaient avoir nécessité morale d'intervenir dans le débat public pour, au nom des opprimés, dire la vérité au pouvoir. Et c'est la matrice, si vous voulez, de la définition intellectuelle. Alors après, dans l'histoire, Noiriel le dit très bien dans son livre Les fils maudits de la République, mais il y a d'autres livres, notamment Gisèle Sapiro, qui ont affiné ces modèles. Il y a eu plein de modèles différents, distincts de l'intellectuel révolutionnaire, l'intellectuel de gouvernement, l'intellectuel organique, l'intellectuel médiatique, l'intellectuel... Ouais, on en a eu critique, intellectuel collectif, intellectuel spécifique, défini par Foucault. Et toutes ces étiquettes sont évidemment hyper importantes. Je veux dire, elles éclairent beaucoup cette histoire-là. Mais elles ne nous éclairent plus aujourd'hui? Alors, je pense qu'elles nous éclairent, mais elles ne suffisent pas, je pense, à définir aujourd'hui ce modèle actuel, tel que j'essaye de le conceptualiser, entre guillemets. C'est que je pense que précisément aujourd'hui, les intellectuels tels que je les rencontre, que je les lis, je pense sont dans un modèle beaucoup plus circulaire. En gros, ils sont un peu tout ça à la fois sans l'être vraiment. Ils sont un peu spécifiques, ils sont un peu organiques, ils sont un peu révolutionnaires, ils sont un peu médiatiques. Médiatique, ça veut dire pas forcément d'ailleurs un intellect médiatique, comme on le dit souvent, l'intellectuel qui aurait besoin pour exister d'aller sur des plateaux télé. Souvent, les intellectuels médiatiques sont des intellectuels médiatisés, c'est-à-dire que des intellectuels qui aussi sont
conviés par vous, par exemple, pour parler de leurs travaux. Et ça, je pense que c'est évidemment hyper important aujourd'hui d'entendre ces paroles-là et d'avoir des lieux, comme ici et comme ailleurs, précisément pour recevoir ces travaux-là qui, aujourd'hui, je pense, sont hyper importants pour expliquer le monde, le moment présent. C'est pas non plus un hasard qu'aujourd'hui, toutes les questions qui traversent la société française, et j'allais dire les sociétés en général, sur la question de l'anthropocène, la question de la frontière entre l'humain et le non-humain, la question des migrations, la question du populisme, la question de la démocratie participative, tous ces enjeux-là qui sont aujourd'hui évidemment centraux dans notre imaginaire, notre présent, qui est évidemment compliqué, sont pris en charge par les chercheurs. Et donc je pense qu'il y a aussi une énorme porosité entre justement le débat public et le débat intellectuel. Et je pense qu'on aurait intérêt à plus les écouter. Et quand je dis on, je pourrais peut-être préciser le on. Il y a les médias de masse évidemment, mais il y a aussi les politiques eux-mêmes. On sait bien aujourd'hui que l'articulation du dialogue entre les intellectuels et les politiques, même si c'est pas une nouvelle question, elle est bien très vieille, est complètement brisée, que ça fonctionne pas bien. Agathe Cagé, qui avait été une chercheuse qui avait travaillé avec Benoît Hamon pendant la dernière campagne présidentielle, a écrit un livre là-dessus intéressant, justement l'échec qu'elle a tenté de mettre elle-même en scène, justement, du dialogue entre les intellectuels et les politiques. Voilà, et comment nourrir la réflexion politique de ces travaux-là. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui et qui a du mal encore à se concrétiser vraiment de manière très, très souveraine. Alors, on pourra dire que c'était opportuniste, reste qu'au moment du grand débat national, à l'occasion de ce grand débat, en réaction ou en réponse au mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée, de mémoire, à peu près 65 intellectuels français. Pendant des heures, il les a écoutés. Il leur a répondu aussi. Ça a été diffusé sur l'antenne de France Culture. C'est quelque chose. Courage. Voilà comment il a ouvert cette réunion avec ces mots. Ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc, dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange avec vous, donc des intellectuels. On n'ose plus prononcer ce mot parfois, on m'a beaucoup reproché d'utiliser, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline, sur le plan de la recherche, de l'université, de leur activité académique, qui publiaient, enseignaient, cherchaient, etc., mais qui sont aussi, du coup, dans la cité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur non seulement la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec notre pays, d'ailleurs, le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut justement bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre. Voilà, beaucoup de choses à dire autour de ces mots d'Emmanuel Macron. Déjà, qu'est-ce qu'il attend des intellectuels dans la vie publique? Comment est-ce qu'il présente cette invitation? Qu'est-ce que vous entendez, Jean-Marie Durand? Je pense que c'est un moment assez, moi je le trouve hyper intéressant, ce grand débat, à plein d'égards. D'abord, d'une certaine manière, c'est l'indice de la persistance d'un imaginaire symbolique très fort autour de l'intellectuel. Ça, c'est ce qu'il dit aussi, voilà, intellectuel, le mot tabou, qui charrie encore beaucoup de fantasmes. Exactement, et de sa manière, il s'en fait le témoin et l'acteur. Il dit, moi j'ai besoin de parler avec vous, de vous écouter, et de sa manière, c'est plutôt rassurant pour les intellectuels eux-mêmes. D'ailleurs, beaucoup, naïvement, peut-être un peu méchant, en tout cas spontanément, ils y sont rendus aussi au nom de la nécessité d'organiser un débat, et c'était plutôt normal, un geste assez sain et vertueux. Malheureusement, on a bien vu que c'était un dispositif qui était piégé et que les 8h30 de débat qui ont été douloureux pour certains, on voyait les images sur ordinateur, je regardais à 2h du matin, il y en avait qui piquaient du nez, alors que Macron, lui, évidemment, tout speed qu'il était encore debout en train de faire son show. Donc voilà, on voit bien que ce débat a été juste l'occasion pour Macron de faire son numéro. C'est un tour de parole plus qu'un débat. Voilà, il y a zéro débat. Enfin, il y a eu zéro débat, il y avait des questions et pas de relance, pas de discussion. Donc on voit bien que c'était un dispositif politique complètement piégé. Et beaucoup d'ailleurs de penseurs qui avaient été invités l'avaient déjà perçu en amont et avaient refusé d'y aller. La réponse de l'Élysée à cela, c'est qu'il ne s'attendait pas à autant de réponses aussi positives et que du coup, il y a eu effectivement énormément de monde, beaucoup de chercheurs qui ont estimé qu'il était de leur devoir de participer. Mais ça, on peut le comprendre, mais quand on lit après... prendre part au débat. Tout à fait. Vous pensez que certains se sont compromis à y aller? Compromis, c'est un mot exagéré, mais on a lu des textes après coup, je pense à des chercheurs comme Dominique Méda ou Frédéric Worms, qui eux-mêmes
eux-mêmes se sont après, on s'est interrogé un peu ce moment-là pour expliquer que qu'ils avaient été un peu entre guillemets pris dans un dispositif qui ne contrôlait pas et dont ils étaient finalement les victimes entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait ils n'avaient pas du tout participé à ce grand débat et donc c'était un piège. Cela dit, je pense que c'est un moment évidemment en tout cas intéressant sur encore une fois l'importance accordée de manière un peu symbolique à cette parole-là. Après, la question, c'est comment on la fait circuler, comment on la fait exister, comment on l'accueille, comment on la comprend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques ont souvent plutôt tendance à s'intéresser aux intellectuels dans un registre un peu technique, mécanique, c'est-à-dire en gros des intellectuels organiques qui viennent peupler des think tanks, qui viennent leur donner des idées sur des réformes ou des lois de manière un peu, j'allais dire, assez pragmatique. Et souvent, ça peut être intéressant, ça donne en effet des choses évidemment vraiment pas du tout nulles, loin de là, mais on a une incapacité à s'intéresser à plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, à monter en généralité, à s'intéresser peut-être à des réflexions plus globales, peut-être un peu plus difficiles, mais qui permettent de penser le monde avec un horizon beaucoup plus lointain. Invité jusqu'à 13h30 de cette grande table du vendredi, Jean-Marie Durand, journaliste, essayiste, à l'occasion de la parution de son Homo Intellectus, une enquête sur une espèce en voie de réinvention. C'est à la découverte. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Perte de prestige, magistère perdu avec vous, Jean-Marie Durand. On acte donc la fin de la figure de l'intellectuel d'hier, engagé à la Sartre, Foucault ou Bourdieu dans cet ouvrage. Mais on assiste aussi à ce que vous appelez un renouveau, une contrepartie positive à ce déclin qu'il nous faut maintenant chercher ensemble. Démocratiser cette notion d'intellectuel pour mieux en retrouver une vision commune. C'est aussi ce que vous suggérez et ce que vous retirez d'une discussion que vous avez pu avoir avec un autre chercheur, le philosophe Manuel Cervera Marzal. On l'écoute. L'intellectuel spécifique, c'est ce que Foucault avait défendu, c'est-à-dire les spécialistes des prisons vont tenir un discours politique, critique sur les prisons, les spécialistes du droit sur le droit, ceux de la santé sur la santé, mais si vous voulez, chacun sur son domaine spécifique. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant d'aller vers une figure de l'intellectuel global qui prend les problèmes en compte tous ensemble parce qu'on ne peut pas morceler comme ça l'homme et la société en petits morceaux séparés les uns des autres. Ça produit une vision vraiment éclatée et fragmentée du monde. Et ça a des effets politiquement conservateurs, cette vision fragmentée du monde. Ça fait qu'on n'arrive plus à mettre les choses en lien les unes avec les autres, qu'on n'arrive plus à avoir une vue globale de ce qui nous arrive. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se joue actuellement et si on veut faire une critique de fond des structures sociales actuelles, il faut avoir une vision globale. Voilà, Manuel Cervera Marzal, auteur il y a quelque temps pour un suicide des intellectuels. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut aujourd'hui tenter de remodeler, redessiner, et ça se fait peut-être naturellement, une figure intellectuelle globale? Oui, d'ailleurs, quand Manuel parlait du suicide des intellectuels, c'était pas du tout pour appeler à la mort ou disons à une sorte de volonté de les faire disparaître de l'espace public, mais c'était au contraire pour inviter, comme j'essaie de le faire dans ce livre-là, à en renouveler le modèle et la parole. Et il parle des intellectuels spécifiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est une catégorie hyper importante. C'est vrai qu'Auguste Comte parlait des intellectuels comme des spécialistes des généralités par opposition aux essayistes, aux journalistes qui étaient plus, eux, les généralistes des généralités, comme nous on l'est, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est les spécialistes des spécialistes, des spécialités. C'est ça qui aujourd'hui anime et active le débat d'idées, c'est qu'on a accès comme ça à des travaux extrêmement précis, extrêmement documentés, très forts. Alors beaucoup estiment, au sein même d'ailleurs de ce paysage, que l'ultra-spécialisation est un problème. Et c'est vrai que souvent... Ce que nous dit l'instant Manuel Cervera Marzal, cette fragmentation qui ne fait plus lien aussi. Tout à fait. Donc c'est un des enjeux, mais je pense que beaucoup des jeunes chercheurs en ont conscience et tentent précisément de s'ouvrir à d'autres espaces et pour essayer de sortir un peu de leur petit territoire un peu trop spécialisé, pour essayer de comprendre le monde de manière plus globale. Et je parle beaucoup dans le livre des dialogues ou des alliances qui aujourd'hui existent de plus en plus, il me semble,
entre beaucoup de penseurs et des artistes, entre beaucoup de penseurs et des militants, des gens du spectacle vivant, du théâtre. On voit bien que c'est aujourd'hui des mondes qui se croisent, qui s'interpénètrent, qui s'enchevêtrent et qui dialoguent entre eux. Et c'est pour moi aussi l'indice d'une volonté précisément de mieux comprendre le monde dans toutes ses strates possibles et avec des outils, des formats, des modes d'écriture, des modes de réflexion, des manières de poser des problèmes qui évidemment se croisent et se nourrissent. Comment profiter de ce magistère perdu, Jean-Marie Durand, pour tenter de réduire l'écart entre ceux que Manuel Cervera Marzal appelle ces intellectuels qui pensent, qu'on paye pour penser, à qui on demande de penser, et ceux à qui on demande d'exécuter, entre eux et nous? Entre eux et nous, si vous voulez, c'est la question, c'est que je pense que beaucoup des intellectuels à qui on demande d'exécuter, vous voulez parler des intellectuels organiques, un peu les intellectuels médiatiques, proches du pouvoir. Non, mais Cervera Marzal dit aussi qu'on est tous capables de produire des idées, mais qu'on n'est pas tous des intellectuels. Alors... Absolument. Alors, ça, bon, ça, c'est le débat entre, disons, Rancière et Bourdieu. Rancière... comment dire, déconstruit l'idée que l'intellectuel serait une personnalité, une personne qui, au nom d'un savoir, aurait plus de légitimité à penser le monde. Et lui, il estime... Personne n'a le monopole du savoir. Exactement. C'est comment dire, pour une raison extrêmement démocratique, il estime que le citoyen ordinaire est aussi lui-même un intellectuel. Alors après, c'est des débats. Est-ce qu'il faut défendre... Moi, je pense quand même qu'il faut, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie malgré tout de défendre dans le livre, c'est qu'à partir évidemment d'un souci démocratique et de partage du savoir, je pense qu'il faut aussi défendre d'une certaine manière la production du savoir en tant que tel, qui répond aussi à des règles de savoir scientifique, à des règles méthodologiques, à la question de la vérité, qui est aujourd'hui une question qui est beaucoup attaquée et que beaucoup d'universitaires se sentent aujourd'hui tenus de défendre. Il y a un savoir qui est constitué dans des cadres, dans une histoire scientifique elle-même, et les sciences sociales sont aujourd'hui aussi amenées à défendre ça. Et donc la vérité, c'est pas évidemment un concept qui aujourd'hui, c'est une idée qu'il faut défendre et qu'il faut protéger. Savoir qui peut être aussi engagé, qui n'a pas à être neutre pour autant. Vous défendez cette idée que la politique ne doit plus être constituée comme un stigmate, que le désengagement devrait plutôt être vu comme un problème aujourd'hui. Oui, ça c'est pas forcément un savoir militant, mais en tout cas cette idée... La neutralité axiologique est un vieux concept un peu mythique comme ça des travaux de sciences sociales, est compliqué. Je pense que beaucoup de chercheurs mettent en avant le fait que c'est un faux semblant, que la neutralité axiologique n'a pas de sens et que penser le monde, disons, et notamment à travers des outils de recherche, c'est d'une certaine manière intervenir sur lui. Donc ça veut dire essayer de le transformer, d'activer une pensée, j'allais dire, peut-être de transformation. Donc cette neutralité axiologique, elle n'existe pas, elle est un mythe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attacher, loin de là, au contraire, à une méthode de travail. Je pense que les scientifiques, ils sont évidemment très sensibles. Et vous plaidez pour un retour du collectif, aussi une approche interdisciplinaire. Tout à fait, l'interdisciplinarité, ça c'est aussi un enjeu aujourd'hui très très défendu par beaucoup de chercheurs et qui aujourd'hui permet d'avancer sur la connaissance du monde. L'interdisciplinarité, mais aussi les travaux collectifs, les dialogues, les livres collectifs, il y en a beaucoup en ce moment dans le champ des sciences sociales. C'est pour moi aussi le signe d'une réactivation de l'intellectuel collectif, qui est un vieux modèle de l'intellectuel français, qui aujourd'hui est très actif en France. Et pendant que nous parlons, Jean-Marie Durand, les jurys, ou le jury et les jurés du prix Médicis ont désigné leur lauréat. C'est La Tentation de Luc Lang, paru chez Stock, qui est prix Médicis roman cette année. Et du côté des essais, puisqu'on en parlait, c'est Bulogier avec Anne Diadkine pour J'ai oublié au seuil, qui vient d'obtenir le prix Médicis. Et c'est pas vraiment un essai, mais une parole. Non, c'est je crois que je l'ai pas lu, mais je crois que c'est un beau livre, mais c'est pas les sciences sociales. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Durand. Homo Intellectus, une enquête sur une espèce en voie de réinvention. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions La Découverte. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maïane Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc, Sophie Marty et François Bréhus pour La Grande Table Culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jean-Guilain Meige. Et à la vidéo, Souad Boukorsa. Très bel après-midi sur France Culture, bon week-end et je vous dis à lundi. France Culture, l'esprit d'ouverture.